Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures, on est à l'heure pour ce rendez-vous que l'on voulait exceptionnel. On vous a déjà parlé sur les différents réseaux sociaux. Le laboratoire Microéquilibre et moi Mutuel. Et puis, comme invité, un docteur, bien évidemment, un docteur spécifique sport, parce que c'est ça qui nous intéresse, le bien-être. Et puis, quelqu'un qui a été un acteur du sport français. Qui est monté sur le toit du monde, sur le toit de l'Olympe, qui a battu des records, qui a été assez extraordinaire. Vous l'avez bien évidemment reconnu, identifié, si vous êtes en notre compagnie aujourd'hui. C'est Alain Bernard. Salut Alain, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, bonjour Christophe, bonjour tout le monde, merci de nous suivre. Ravi de partager ce moment avec mon expérience de nageur de haut niveau. Alors les années passent, mais les souvenirs restent. Et voilà, j'ai hâte de partager ces petites anecdotes et l'importance qu'a la nutrition quand on fait du sport de haut niveau, même du sport santé pour tout le monde. Donc c'est l'objet aussi de ce webinaire aujourd'hui. Comme on a un docteur avec nous, on fera une piqûre de rappel avec tes exploits, tes courses. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu ce côté partage, parce que tu as été un nageur entre guillemets solitaire, mais pas qu'individuel, puisqu'il y a eu aussi le relais. Un petit bonjour avec le père fondateur des laboratoires Microéquilibre, dont j'ai le plaisir, tout comme toi d'ailleurs Alain, d'être ambassadeur depuis quelques temps, c'est Bertrand Accard. Bonjour Bertrand. Bonjour Christophe. Tout va bien dans ton siège? Écoute, ça ne peut qu'aller, hein. Ça ne peut qu'aller. Alors, tu n'es pas venu tout seul, puisque pas très loin de toi, mais on est dans des salles et dans des environnements séparés pour respecter les distances sanitaires et pouvoir vous parler sans masque. On a un docteur, le docteur Thomas Killian. Tout le monde rêve de Killian, surtout demain soir pour le PSG. Mais nous, c'est un docteur avec un petit profil un peu différent que le footballeur, docteur. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour à tous les internautes. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et puis de pouvoir échanger un petit peu sur la pratique au quotidien de la nutrition et du sport. Voilà, ce premier carburant énergétique, notre alimentation au quotidien, qu'on peut des fois un petit peu booster ou optimiser avec certains très bons compléments alimentaires. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, vous l'avez vu, c'est un vrai docteur. Il a sa blouse, il a son stéthoscope, il a tout, les piqûres, tout va bien. Mais nous, on aura les produits tout à l'heure. Allez, pour nous accompagner, une mutuelle et non des moindres, et moi mutuelle avec Christophe Volensil. Est-ce que je l'ai bien dit, Christophe? Pas trop mal pour une première, ouais. Comment Bonjour on à dit tous. d'ailleurs? C'est quoi ce On dit nom? Vanlincel. Vanlincel. Vanlincel, tout simplement. Ouais, ça vient un peu du nord. Un peu du Schnorr. D'accord. Un peu Et du tu nous Schnorr. accompagnes aujourd'hui avec et moi mutuelle. Exactement, la mutuelle, en complément de la discussion pour aborder le sport santé, la prévention par le sport et le rôle que peut avoir une mutuelle, la place qu'elle peut prendre sur ce sujet-là. Et on l'expliquera tout à l'heure, qu'il y a maintenant des possibilités justement de mettre à contribution les mutuelles pour vous aider dans votre équilibre. Un autre intervenant, il fera court aujourd'hui, c'est notre ami Adrien Janel, fondateur, entre autres, d'Adjan Consulting, qui est au cœur du réacteur quand il met les clubs et les partenaires ensemble. Bonjour à tous. Vraiment un plaisir de retrouver différents acteurs et l'écosystème d'un club entre la mutuelle, un laboratoire et un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est le triptyque gagnant. Et vraiment, ça va être une très belle visio et hâte de découvrir toutes ces informations. Alors pour les plus jeunes, parce que je pense qu'il y en a qui sont forcément plus jeunes que moi, plus jeunes que d'autres, on va revenir, Alain, quelques instants, ça dure à peu près 5 minutes 30, et c'est vrai que je n'avais pas envie de faire le choix de couper, parce que le sport, on en manque aujourd'hui, en tous les cas, on manque de l'adrénaline, du public, de gens qui s'enflamment autour, en l'occurrence pour toi, d'un bassin. On va retrouver entre autres souvent aux commentaires mes anciens petits camarades d'Eurosport, une remarquable nageuse qui a été finaliste mondiale du temps où il y avait le bloc de l'Est et où ça trichait pas mal, c'est Sophie Camoun, et elle est très souvent accompagnée de quelqu'un qui était devenu un peu la voix de la natation, à savoir Christophe Bureau. Alain, juste, si tu dois choisir une course, c'est laquelle par exemple? Ah ben, alors ça dépend. On pose souvent cette question. Alors bien sûr, on a tendance à associer ma carrière avec la course du 100 mètres nagible de Pékin 2008, premier français champion olympique du 100 mètres nagible. Donc c'est un souvenir extraordinaire. Mais en termes d'émotion, c'est ma dernière course en France au championnat de France parce que j'ai eu droit à une
une standing ovation spontanée et ça fait toujours très chaud au cœur. Et j'ai beau le raconter des années après. Rappelle-moi, c'était où ça? C'était où? Alors, c'était à Dunkerque en Et 2012. j'y étais. Et j'étais à cette course, effectivement, avec une. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire très forte de la natation avec Francis Luis à Dunkerque. Mais bon, la piscine, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'il y avait eu énormément d'émotions et d'intensité, parce que le public du Pas-de-Calais, il est chaud. Il est très On se fait chaud. plaisir, là. On se fait plaisir. Tu vas pas recommenter, mais tu vas savourer. Moi, en regardant la vidéo, en préparant ce webinaire, j'ai encore eu des frissons. C'est parti, on plonge dans le grand bain majoritairement avec Alain Bernard. Super, à tout de suite. Si je peux rendre autant de bonheur que ce que je prends dans l'eau, eh ben, c'est le but du sport de haut niveau, non? Alain Bernard, le détenteur du record du monde, Alain Lindo numéro 4. C'est l'homme le plus rapide de la planète. La finale des hommes forts, la finale des guerriers. C'est parti pour cette finale du 100 livres. Le grand moment de ces championnats de France. On va surveiller bien évidemment la Lindo numéro 4. Le super départ d'Alain Bernard. L'excellent départ de Alain Bernard. Alain Bernard est en tête. Il passe en 21,97. Il est en avance. Alain Bernard. Alain Bernard. C'est une pour Amaury Levent. Les places sur le relais se jouent également. On surveille le chrono d'Alain Bernard. 47,50. Le chrono 47,82. Il nage sous les 48 secondes encore une fois. Il se qualifie pour les Jeux, Alain, c'était attendu. Bon, à la fin, ça coince. Mais bon, un jour, ça passera et ça fera encore plus mal. On va y aller ensemble et derrière, il faut voir que ça nage très très vite. Regardez le 5e à 48,9. Le 6e à 49,0. Je sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Il faudrait que tout le monde soit ensemble en forme au bon moment et puis on verra. Les Français sont candidats à la médaille d'or. Alain Bernard qui s'élance. Il est opposé à Jason Lézac, l'autre américain qualifié avec il a perdu. Allez Alain. Le même temps qu'hier, Pat Bousquet, il a nagé 46,6 à nouveau. Oh là là. Allez Alain pour entrer dans l'histoire, une demi-longueur d'avance sur Jason Lézac. Les Australiens en 3e position. Allez Alain pour entrer dans l'histoire de la natation française. Il faut tenir Alain. Il la porte cette médaille d'or. Toujours une demi-longueur d'avance. Ça se joue entre la France et les États-Unis pour la médaille d'or. Jason Lézac qui ne parvient pas à revenir. Attention à la Bernard qui croise. Allez Alain. Non, il va le faire. Il faut allez. Avec Lézac. C'est pas possible. 4 secondes de mieux que le record du monde des séries. Ils sont deuxièmes malheureusement. Oh là là, 8 secondes. Alain a nagé du côté de la ligne d'eau de Jason Lézac qui lui a permis de revenir. Sur le papier, les Français avaient les faveurs du pronostic. Les Français échouent au 800e. Ils doivent se contenter de la médaille d'argent. C'est l'heure des braves, l'heure des hommes forts, des sprinteurs. Alain Bernard, le sprinter d'Antibes. Allez, c'est le moment de vérité. Le départ de cette finale du 100 livres, ne pas s'emballer, ne pas se laisser déconcentrer par les autres. Excellent départ de Sullivan, comme d'habitude. Excellent départ à la ligne d'eau numéro 1 Alain est de bien, Lyndon Alain est Pearce. bien. Alain Bernard qui est quasiment revenu à hauteur de l'Australien. Allez, c'est important le temps de passage au premier 50.
Alain Bernard et Simone Sullivan en tête. C'est Sullivan qui vire en 22-48. 22-48, 22-53. Avec attention. TDH en retrait. Attention au retour du Néerlandais. Alain Bernard qui est revenu à hauteur de Sullivan. Allez Alain, il est dans le coup là pour le titre olympique. Alain Bernard à la lutte avec Simone Sullivan. Alain Bernard qui prend peut-être l'avantage. Bonnet blanc, ligne numéro 5. Alain Bernard à la bagarre avec Sullivan. Allez Alain, il faut toucher le premier. Alain Bernard, ligne numéro 5. Il est champion olympique. Il est champion olympique en 47-21. Il est monstrueux. Alain Bernard, premier champion olympique du 100 libre. Un moment historique. Il a Oh là là, il écrit l'un des plus grands moments du sport français. Alain Bernard, champion olympique du 100 libre, 47-21. Alain est monstrueux, il a balancé la course parfaite le jour de la finale olympique. Il ne s'est pas emballé le premier 50. Regardez, il passe en 22-5, il passe même moins rapidement qu'hier. Et il est revenu, ça s'est vraiment joué dans les derniers mètres. Il est devant par rapport au record du monde également. Alain Bernard. Alain Bernard qui est en train d'enflammer le bassin. Alain Bernard qui va mais c'est énorme. C'est un dieu vivant. Alain Bernard. Bah, tu vois, là, ça fait du. Tiens, réaction. Alors, moi, j'ai encore eu les frissons. Toi, monsieur Accard, qui vient de prendre Alain Bernard comme ambassadeur. Tu avais souvenir de tout ça ou ça fait du bien cette culture de rappel? Très très bien. Ouais, tout à fait. Notamment quand Alain s'assied à la fin de la course sur la ligne, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, la ligne d'eau. Je m'en souviens très très bien de ça, ouais. Alors, mais je ne sais pas si ça a fait comme chez moi, mais ça saccadait un peu les images. Je voulais essayer de passer le message pour couper les caméras, mais en fait, c'est un peu pour que vous ressentiez ce qui se passe à la fin des courses, quand on a mal partout, quand on est tétanisé. Eh bien, on a l'impression de voir un peu le monde comme ça, un peu en pointillé, pixelisé, parce que notre cerveau, il dit juste stop, stop, et puis nous, en fait, on s'entraîne à continuer dans cet effort-là. Mais en tout cas, merci d'avoir rediffusé ça en entier, Christophe. Si j'ai pas voulu la couper, c'est tout simplement aussi parce qu'il y a eu cette médaille d'argent en équipe en plus. Alors c'est peut-être plus facile entre guillemets, non pas de. Alors, je ne sais pas si ce jour-là vous avez perdu ou si vous n'avez pas gagné. Alors on peut tourner les choses un peu comme on veut. Je pense qu'on n'a pas gagné en effet. Et c'était intéressant de le garder parce qu'il y a aussi ce côté équipe et qu'on peut peut-être se construire dans des résultats, pas forcément ceux qu'on espérait. Bon, on va revenir sur quelques thématiques ensemble. En tous les cas, moi, j'ai eu la chance de connaître la natation du temps de Stéphane Caron, qui a été un beau nageur. Mais après, la production télé a fait qu'on a su magnifier, je pense, ce sport qui se veut austère. Mais quand on va commencer par le premier thème à aborder et que tu voulais souligner, c'est prendre soin de soi. Quand on est athlète de haut niveau, est-ce qu'on peut prendre soin de son corps? Parce que vous étiez soumis, on va faire le parallèle entre le sport de haut niveau et puis le sport loisir, bien évidemment, mais en tant qu'athlète de très, très, très haut niveau, puisque tu étais le premier homme à nager sous les 47 secondes, on va le rappeler quand même. Je crois que le premier à l'avoir fait vraiment, c'est Johnny Weissmuller dans Tarzan, mais ce n'était pas comptabilisé. Et qui était un vrai nageur, attention, Johnny Weissmuller, ça a été un vrai nageur, il a fait Tarzan, mais ton corps, tu l'as maltraité quand tu es athlète de haut niveau? Alors, écoute, c'est une très bonne question pour commencer cette présentation. En effet, prendre soin de soi, c'est très important. Le sport de haut niveau, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne peut pas dire que ce soit bon pour la santé, parce qu'en fait, on va tellement pousser le corps dans ses extrêmes, dans ses retranchements, qu'on a forcément tout le temps, on joue avec les limites au quotidien. Et quand je dis au quotidien, c'est 2 fois par jour parce que les entraînements, ce sont 2 fois par jour. Donc, on joue avec ses limites en termes de charge de travail, en termes d'intensité, en termes d'usure. Et le fait tu peux nous préciser sur la charge de travail parce que les gens ne se rendent pas compte. On se dit courir des 100 mètres, il a fait que ou nager des 100 mètres, il a fait que ça. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour nager des 100 mètres vite. Alors que ce soit des 100 mètres ou des nages de longue distance, des entraînements natation, ça représente 2 fois 2 heures d'entraînement dans l'eau tous les jours, 6 jours sur 7 et 50 semaines par an.
pour arriver à une charge moyenne, on va dire, de ce qui se fait. Ça va de 2200 à 2400 km par an. Donc, si on accumule les 15 années de ma carrière, ça fait un peu plus de 50 000 km. Et ça, c'est un peu le quotidien, en fait, que l'on fasse du 100 mètres ou que l'on fasse du sprint ou du... Alors, le demi-fond nage un petit peu plus, bien entendu. Mais dans l'ordre des choses, la charge d'entraînement, c'est ça. Donc, dès l'âge de 15 ans, moi, ça a été radical. Je suis passé de 5 entraînements par semaine à 10 entraînements par semaine de 2 heures. Donc, une charge de travail assez conséquente. Et bien entendu, le corps est soumis à rude épreuve au quotidien et bi-quotidiennement pour préparer ces échéances, qu'elles soient nationales ou internationales. Le mental, c'est compliqué de le sortir du corps. Comment on fait pour supporter de telles doses? C'est l'objectif qu'on s'est fixé? En fait, je pense qu'on arrive à supporter cette charge d'entraînement parce qu'on se fixe des objectifs et en fonction de ces objectifs-là, on sait qu'il y a le seul moyen d'y arriver, c'est de s'entraîner, de travailler dur. Et l'entraînement, en fait, c'est un conditionnement lent pour atteindre cet objectif que l'on se fixe. Et à partir du moment où j'ai arrêté ma carrière, c'est là où je me suis rendu compte un petit peu du travail de taré que ça représente parce que c'est en me disant mais comment est-ce que je faisais tous les matins pour me lever, pour aller m'entraîner, qu'il fasse beau, Oui, parce que tu as perdu ce conditionnement mental qui fait que tu n'es plus dans la phase de ta vie où tu es athlète de haut niveau. Donc c'est surtout le conditionnement, c'est surtout l'objectif en fait. Parce qu'à partir du moment où on se fixe un objectif, on sait en fait ce qu'il faut mettre en place pour l'atteindre. Donc voilà, prendre soin de soi en fait au quotidien, c'est fondamental. C'est fondamental pour durer, pour être performant, pour être en cohérence avec tout ce que l'on fait. Et bien sûr, à partir de 14-15 ans, quand j'ai commencé à nager 2 fois par jour, j'étais un peu insouciant sur ce côté nutriments, alimentation, hydratation. Et c'est venu vraiment au fil du temps. Je me suis rendu compte de l'importance de la nutrition, de la récupération au fil de mes entraînements. Aussi d'où mon attachement à cela et surtout sur la fin de ma carrière où j'ai vraiment fait très attention à cette composante-là. Alors, quels que soient vos défis sportifs, vos activités physiques, qu'elles soient très intenses, qu'elles soient régulières, irrégulières, qu'elles soient sporadiques, en fait, peu importe. Je pense que l'alimentation, l'hydratation et prendre soin de soi, c'est quelque chose de fondamental. C'est le premier socle, en fait, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors, justement, Alain, pour un chef d'entreprise, gouverner, c'est prévoir. Et là, qui nous suivent aujourd'hui, pour un sportif, c'est plus anticiper, prévenir. Là, tu viens de parler, tu as commencé à évoquer alimentation, hydratation. Est-ce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, on est suffisamment accompagné ou c'était un peu le système D pour savoir est-ce que je vais prendre un complément, comment je vais m'alimenter, qu'est-ce que je vais faire comme cuisine? Alors, c'était un peu le système D. Ce sont des choses qui sont de plus en plus ancrées dans le milieu de la natation, mais il y a encore quelques années, c'est vraiment ancré, on va dire, dans le milieu du cyclisme, le milieu du triathlon, les sports d'endurance assez longs. Et pourtant, la natation, c'est un sport d'endurance à part entière quand on voit les charges d'entraînement que cela nécessite. Pour développer des capacités motrices dans l'eau, il faut beaucoup plus de temps que développer des capacités motrices sur Terre, parce que sur Terre, on est sur Terre, on évolue sur Terre. On est sur des acquis, alors que là, il y a de l'apprentissage. Il y a un apprentissage permanent dans la natation et c'est ça qui est fascinant aussi dans ce sport-là. Donc, le fait de prévenir, le fait d'anticiper, c'est quelque chose de fondamental. Alors, avant de se pencher sur l'alimentation, c'est déjà anticiper la façon dont on va s'entraîner, déjà la façon dont on va s'échauffer, dont on va préparer son corps à faire de l'effort, la façon dont on va faire son activité physique. Et la façon on est d'accord, dont on va quel que soit le récupérer. niveau, que ce soit du haut niveau ou du sportif du dimanche. Sportif pour tout le monde, je pense que la préparation est très importante et je recommande vraiment à tout le monde et surtout en prenant de l'âge parce que les jeunes ils sont en croissance permanente, mais ils peuvent se permettre de par leur jeunesse et leur insouciance de faire du sport sans trop se préparer. À partir de 20, 25, 30 ans et après, je pense que c'est très important de se conditionner, faire un petit échauffement articulaire, un réveil, etc. Et la partie récupération après l'entraînement avec de l'hydratation, avec une réalimentation adaptée et des étirements vont permettre d'enchaîner dès le lendemain ou 2 jours ou 4 jours après une nouvelle activité physique. Donc l'anticipation et la prévention, elle passe par tout ce qui englobe finalement la séance sportive. Et la séance sportive, ce qui englobe en amont, ce sont les échauffements.
Et après, c'est la récupération et les étirements. Quand on est sportif, Alain, est-ce que ça interdit la gourmandise? Est-ce que ça interdit le côté épicurien de la vie? Alors non, c'est pas interdit, seulement il faut être crédible et cohérent dans son objectif. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très gourmand. J'ai eu des péchés mignons à manger des Kinder, des chocobons, des chocolats. Mais voilà, je savais que en un entraînement, une fois, j'ai eu l'idée de me peser avant, après l'entraînement. Mais en 2 heures de temps, j'ai perdu 1,5 kg, sachant que j'ai bu un peu plus d'1 litre, 1,5 litre d'eau à Parce l'entraînement. on transpire dans l'eau, c'est ça qui est En fait, déroutant. voilà, très peu de gens le savent, mais c'est vrai qu'on transpire dans l'eau, on fait de l'effort et en fait, le fait qu'on soit dans un environnement plus froid que notre corps, ben, le corps va dépenser des calories, avoir une dépense énergétique très importante dans l'eau. C'est ça aussi que je trouve fascinant quand on évolue dans l'eau, c'est que quand on revient entre guillemets sur Terre, quand on arrive au vestiaire, qu'on se change et qu'on sort de la piscine, on a l'impression souvent que c'est une nouvelle journée qui commence et finalement de se réadapter du milieu aquatique au milieu terrestre. Donc voilà, il y a une dépense énergétique permanente. Il y a la notion de plaisir qui est très importante aussi dans tout ça. Comme je pouvais me permettre de faire des écarts, je le faisais. Néanmoins, je ne pouvais pas manger McDo, pizza, frites tous les 2 jours si je voulais être champion du monde à la fin de l'année. Et ça, c'est ça qu'il faut prendre conscience et c'est ça que j'essaie de sensibiliser auprès des plus jeunes et tout le monde. C'est soyez cohérent dans votre projet sportif et tout ce qui l'entoure et notamment l'alimentation. Alain, tu parlais de plaisir. C'est vrai que dans la natation moderne française, on a en tête le couple infernal ou non, Laure Manodou, Philippe Lucas. Est-ce qu'on était dans la caricature avec toutes les vidéos qui sont sorties autour de Philippe, ou la relation, parce que tu vas parler aussi de la confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance aussi dans un nutritionniste, par exemple. C'est vrai qu'il y a une charge de confiance à mettre en soi et envers les autres. Mais cette relation avec un coach aussi, elle est très particulière, très forte. C'est celle-là qui permet d'obtenir du nageur ou de l'athlète de la rigueur, de fixer des objectifs intelligents, c'est-à-dire un objectif atteignable. Alors, en effet, on n'arrive à rien dans la vie tout seul. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire qui s'appelle Denis Auguin, qui a été mon entraîneur pendant 15 ans. Et on a développé On des voit son regard sur la relations. vidéo, dans la tribune. Il est important, ce regard. Il y a un côté bienveillant, donner de la confiance. Tu le cherchais, toi, du regard avant une course, par exemple? Oui, bien sûr. Je me cherchais un peu du regard parce que j'avais besoin d'avoir un regard de confiance de quelqu'un qui me connaisse en fonction de la situation, en fonction du moment. Donc, bien sûr, la confiance, elle s'acquiert dans le temps et notre relation s'est accrue avec le temps. Mais là, je veux dire, les premières années où il m'a entraîné, je peux pas dire qu'il y a eu, il y a eu ni un coup de foudre, ni une appréhension particulière. On a vraiment accroché sur des valeurs et ce sont à travers nos valeurs, en fait, que l'on a réussi à évoluer aussi ensemble. Et justement, dans le fait d'avoir confiance dans son entourage, et c'est pour ça que tout l'intérêt du webinaire aujourd'hui, c'est le laboratoire Microéquilibre, qui est une marque française, c'est une marque dans laquelle on peut avoir confiance. Et alors, on est un petit peu moins, comment dire, méfiant par rapport aux compléments alimentaires il y a une vingtaine d'années. Ce sont des choses qui sont de plus en plus On imaginait les produits pour les culturistes, pour faire de la gonflette, malheureusement, je pense que malheureusement, ça a été associé à cela et je laisserai Bertrand Accard un peu présenter le laboratoire tout à l'heure, mais on a vraiment besoin de ce capital confiance en fait pour évoluer. Et donc là, il y a l'environnement humain, il y a l'environnement matériel sur les installations que l'on va utiliser, le matériel, les baskets pour courir, etc. Et puis il y a tout l'environnement de la micronutrition qui doit être dans lequel on doit adhérer, on doit faire confiance pour pas se poser la question en disant mais est-ce que ce produit est bon, est-ce qu'il est bien fabriqué, est-ce qu'il va correspondre à mes attentes, et tout ça avec un conseil bien entendu d'un entraîneur ou d'un médecin pour les posologies, savoir quoi prendre à quel moment, dans quelle quantité, et on doit vraiment avoir confiance en cela. Et laissez-vous le temps de mettre en place un protocole au lieu de changer peut-être tous les 3 jours ou toutes les semaines en disant bon, ben, ok, je pars sur un protocole de 3 semaines ou 3 mois, et ben, je vais me tenir à ce protocole du début à la fin, et c'est après à l'échéance, en fait, je vais me poser la bonne question, à savoir si ce traitement est efficace, s'il est pertinent, et pouvoir en discuter à nouveau avec son médecin et son laboratoire pour adapter et les posologies et les produits en fonction de l'objectif sportif que l'on se fixe.
Ouais, ça, c'est savoir tenir dans la durée, etc. Parce que ça ne se fait pas en un jour, on ne devient pas champion en un jour, bien évidemment. Même si on peut avoir des aptitudes, il y a du travail, énormément de travail derrière. Tu parlais de confiance, ça nous amène au dernier point de cette première partie, c'est le bien-être. Parce que tous ces éléments-là sont constitutifs d'un certain bien-être, même si tu faisais mal à ton corps, entre guillemets, bien évidemment. Tu trouvais quelque chose, un plaisir, tu l'as évoqué déjà, des valeurs, tu l'as aussi évoqué. Il y a ce bien-être qui est finalement l'élément clé, qui est la résultante à l'arrivée. En fait, on fait du mal à son corps pour son bien. Je pense qu'on a tous une relation particulière au sport, on a tous une relation particulière à notre corps. Et c'est en faisant du sport que l'on apprend à découvrir son corps. Voilà, ça je le redis souvent quand je prends la parole. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, très introverti quand j'étais plus jeune. Et le sport, ça m'a permis de devenir celui que j'ai toujours voulu être. Alors bien sûr, il y a eu des résultats, il y a eu des médailles, des records, etc. Non sans mal, mais j'ai appris à me découvrir moi-même. Et finalement, quand on apprend à se découvrir soi-même, eh ben, on a de plus en plus confiance en soi, on est mieux dans sa tête, on a encore plus envie de fournir cet effort qui va nous permettre de faire la différence et d'avoir cette satisfaction personnelle. Moi, ma satisfaction personnelle elle a toujours été animée par le chrono. J'étais un omnibulé du chronomètre, au-delà de la place en compétition, d'arriver premier, deuxième, quatrième. Si je savais que je progressais chronométriquement, ben, c'était ma satisfaction personnelle. Et ça l'a toujours été. Donc, à chacun de se fixer finalement ses objectifs, de s'y tenir pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son esprit et être en phase avec soi-même, c'est quand même quelque chose de fondamental parce que ça se retrouve dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle au quotidien. Quand on est capable de surmonter un défi sportif et de rebondir après un échec, ben on est capable de gérer une situation de stress professionnel ou familial différente et ça emmène quelque chose de positif et finalement c'est aussi communicatif pour notre environnement et notre environnement nous le rend aussi tôt ou tard. Donc je veux pas dire que c'est forcément tout rose, tout beau tous les jours, mais dans les difficultés, il faut savoir prendre du recul. Donc quel que soit votre objectif sportif, prenez le temps de le construire, prenez le temps de vous entourer avec des personnes qui seront de confiance pour vous et de faire le bilan à date pour atteindre justement cet objectif parce que voilà, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est de vivre des émotions extraordinaires, quel que soit notre défi sportif, on a toujours cette petite fierté quand on rentre du footing, quand on sort de la piscine, quand on sort d'une séance de sport, en se disant, ben voilà, ce que j'ai fait, c'est bien, j'ai fait des progrès, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais en tout cas, j'ai fait ça et c'est mieux que de n'avoir rien fait. Alain, je vais commencer à faire tourner la parole, mais je voudrais te poser une dernière question, parce qu'on l'a vu, ce travail d'équipe avec le relais 4x100, par exemple, vous n'êtes entre guillemets que deuxième, mais peut-être que c'était déjà une énorme satisfaction. Moi, je voudrais que tu me donnes ton sentiment sur ceux qui consacrent ou qui consacraient autant de temps que toi à l'entraînement, parce que tous tes partenaires d'entraînement faisaient la même dose, mais pas avec les mêmes résultats. Est-ce que tu avais une pensée quand tu étais champion pour celui qui échouait aux portes de la finale B ou des choses comme ça? Parce que l'investissement, c'était le même finalement. J'en ai toujours des pensées pour ces personnes-là. Alors, il y a des personnes pour qui être finaliste mondial ou olympique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire en soi. Quand on prend du recul et qu'on se dit, mais ce petit jeune qui vient de ce petit village et qui a appris à nager dans cette petite piscine, il a quand même réussi à représenter son pays en équipe de France aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Donc, à chacun de se fixer ses objectifs. Et je suis conscient que malgré le travail que j'ai pu fournir, j'ai eu la chance de concrétiser mes efforts. Donc, et c'est vraiment ce que j'essaie d'inculquer auprès des plus jeunes. Le plus important, c'est d'évoluer. C'est-à-dire qu'on fait un chrono à un moment donné, à un instant T. Et je veux juste leur donner confiance et leur donner les clés pour qu'ils puissent progresser chronométriquement. Parce que quand ils vont progresser chronométriquement dans un sport comme le nôtre, ils vont aussi progresser humainement et ils vont apprendre beaucoup de choses sur eux qui vont leur servir dans la vie. Donc, c'est sûr qu'on a tendance à associer des personnes qui s'engagent énormément, qui ne réussissent pas leur carrière avec une médaille ou des records ou des titres. Néanmoins, ces personnes-là, malheureusement, on leur donne pas assez la parole parce que ils ont une place prépondérante dans la société qui est pas assez exposée à mon sens, et ils ont beaucoup de choses à le partager. Ils le partagent sûrement avec leur environnement proche au quotidien,
mais pas assez de grandes ampleur. Et finalement, moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir ce nom, cette renommée, cette notoriété pour pouvoir répandre mes messages à grande échelle. Mais j'ose espérer que voilà, eux, ils le font au quotidien dans leur environnement et c'est quelque chose de vertueux. Donc, bien sûr, j'ai une pensée pour eux. Vous savez, dans une performance, il y a du travail, il y a du destin, il y a de la chance. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on leur retrouve dans la société de tous les jours. Et finalement, le sport, c'est une partie, une représentation de la société, mais qui ne peut que sublimer finalement la société, le sport. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Alain pour ce premier exposé. Donc je vous disais, on va commencer à faire tourner la parole. Et alors moi j'ai eu la chance dans mon métier de journaliste sportif, de commentateur, de suivre beaucoup de grands événements. Je pense entre autres aux 7 Jeux Olympiques que j'ai eu le privilège de couvrir, de côtoyer de grands champions. Il y a quelqu'un qui travaille plus dans l'ombre, mais qui essaye de mettre en adéquation la problématique de grands champions. Aujourd'hui, tu es par exemple toi, vice-président d'un club de natation. Il y a un papier dans l'équipe hier encore où la fédération s'inquiète justement du déficit des clubs, de la perte de licenciés, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, c'est un environnement qui est compliqué par rapport au foot, on est d'accord. Puis il y a quelqu'un qui est en train de se bagarrer pour des contrats d'image, pour faire le lien entre les clubs sportifs, des champions, des entreprises. C'est le fondateur d'Adgen Consulting, c'est Adrien Janel. Adrien, quand tu entends un grand champion comme ça et tout, c'est sûr que c'est plus facile, entre guillemets, de vendre un champion qui a un petit club amateur, et pourtant, toi aussi, il faut mettre la même énergie. Toujours aussi passionnant, et j'adore écouter Alain parce que c'est un passionné. Et surtout, ce qui est intéressant aussi avec Alain, c'est que lorsque j'ai rencontré Alain lors d'une visio, même si c'est un très grand champion, il sait que dans la gestion d'un club ou la partie développement du sponsoring, il a une autocritique. On a de nombreux clubs, je suis un ancien champion, etc. Non, Alain, il est reparti à zéro et on a repris base après base, on est monté marche après marche, et ça, c'était hyper, mais moi, surprenant au départ, parce que je me dis, mais en tant qu'ancien champion olympique, champion du monde, etc., c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est vraiment, nous, aujourd'hui, on se bat au quotidien parce que c'est une expertise qu'on a, c'est-à-dire de mettre en avant un champion du monde, une marque, une communauté pour que tout le monde puisse s'y retrouver, une mutuelle, etc. Comment on arrive à travailler avec tout cet écosystème? Et moi, je suis toujours aussi admiratif parce que de passer des heures et des heures et des heures dans une piscine ou sur une piste d'athlétisme et des fois d'être jamais dans la lumière pour même pas un quart de seconde, ouais, je me dis, il faut avoir du mental. Et comment ces sportifs, on peut les mettre au cœur des entreprises, parce que des entreprises aujourd'hui ont des besoins qui sont les suivants, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui soient persévérantes, des personnes qui travaillent sur le dépassement de soi, qui savent se remettre en question en permanence, et de montrer aussi à notre communauté, les jeunes générations, que cette discipline-là, cette persévérance, ça paye un jour. Ça peut payer pas forcément sur le terrain, mais ça peut payer dans une entreprise, ça peut payer dans la vie personnelle, parce que de se battre quand tu as une maladie, etc., il faut être aussi débattant. Et sincèrement, moi, c'est encore une fois, Alain, et je suis admiratif et j'apprécie énormément de travailler à tes côtés. Et ce n'est que le début, j'espère, parce qu'on est en train de monter de belles choses. Et voilà. Donc, Arrête, je vais rougir. Laisse la parole aux autres. Tiens, moi, je vais la donner la parole alors, parce que tu parlais, Adrien, mais bel hommage effectivement à Alain Bernard, et ce n'est pas du tout quelque chose d'artificiel. On donne la parole à Bertrand Accard, laboratoire microéquilibre, puisqu'on parle depuis tout à l'heure, on commence à l'évoquer, micronutrition. Entreprise, développement, alors des pistes ont été données, des valeurs, une entreprise française, bref, on a envie d'en savoir plus, Bertrand, et rapidement sur l'historique de micro-équilibre et puis aussi sur la nature des produits. Ouais, tout d'abord, 2 ambassadeurs aujourd'hui, moi j'en suis très ravi sur un plan personnel, et puis après tu as un ambassadeur d'un autre calibre. Athlète de haut niveau, c'est important pour une marque comme Microéquilibre? Bien sûr, mais c'est vrai que tout d'abord, ce que je voulais vraiment dire, c'est vrai que j'ai vraiment la chance d'avoir on a la chance d'avoir de très très beaux ambassadeurs avec de véritables valeurs humaines. Et c'est vrai qu'Alain, ce qui m'impressionne chez lui, c'est cette humilité, c'est un mental qui est excessivement fort, parce que moi qui ai pratiqué du sport, alors à tout petit niveau, et c'est évident que c'est absolument pas comparable à Alain,
Mais quand je vois le mental qu'il faut, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai énormément de respect pour des gens comme ça. Et ce que j'aime beaucoup chez Alain, c'est qu'il y a vraiment une très grande humilité, il y a un altruisme qui est très très fort, et je suis vraiment très fier d'avoir un ambassadeur de la qualité d'Alain. Et je dirais que Christophe, alors tu n'as peut-être pas le palmarès d'Alain, mais c'est vrai que. Ah bah, moi, j'ai fait. Alors, tiens, je vais te faire un petit défi. Moi, j'ai fait 7 Jeux Olympiques, Alain Bernard. Tout le monde en a fait. Mais là, je ne peux pas lutter. Ouais, mais il y a une différence d'âge aussi. On en reparlera au même âge. Tu vois, moi, le jour où Dupuis a passé la première fois 6 mètres, j'étais au pied du sautoir. T'étais où, toi, là, le jour-là? Le jour où la France est championne du monde en 98, t'étais où? Moi, j'étais là. Tu vois que j'ai un gros palmarès. Chacun son expérience. Tu vois, il ne fallait pas me chauffer, monsieur le président, directeur général. Bon, micro-équilibre. Entreprise familiale à la base, entreprise française. Qu'est-ce qu'on a comme tendance sur les produits? Alors effectivement, en fait, le microéquilibre a été créé en partenariat avec ma mère qui était médecin spécialisée en micronutrition, et elle a fait de la micronutrition pendant quasiment une trentaine d'années, donc elle a une grosse connaissance, bien sûr théorique, mais surtout la pratique, et je crois que c'est surtout la pratique qui est la chose la plus intéressante. Et donc, lorsqu'on a créé Microéquilibre, elle a géré tout l'aspect scientifique, et moi j'essaie de gérer un petit peu tout l'aspect commercial. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que disait Alain. Aujourd'hui, il y a le complément alimentaire et le complément alimentaire. On y trouve de tout et un petit peu de n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est très, très important quand même d'être sur des produits qui soient cohérents, qui soient qualitatifs. Et c'est vraiment pour nous quelque chose d'absolument fondamental. Chez Microéquilibre, lorsqu'on développe un produit, on tient déjà compte du dosage. Parce que le gros problème, c'est que si le dosage est beaucoup trop faible, mais il est bien évident que le produit et son efficacité sera tout aussi faible. Après, dans nos formulations, on a par exemple aujourd'hui, toutes nos gélules sont des gélules Pull-Alane. Alors Pull-Alane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une gélule qui est 100% végétale, donc ça aussi, c'est vraiment des facteurs importants. On va faire appel à des gélules gastro-résistantes lorsqu'il va y avoir des probiotiques, parce que si le probiotique ne résiste pas à l'acidité dans l'estomac, aux sels biliaires, aux enzymes digestives, eh ben, ils n'atteindront pas l'intestin grêle ou le côlon, et par conséquent, l'efficacité sera nettement plus faible. Donc voilà, ce sont plein de petites choses comme ça, des petits détails, mais qui ont vraiment une importance, enfin qui sont excessivement importants. Nos produits également n'ont pas de nanoparticules, sont sans gluten, sans lactose. Après, un critère qui est aussi très important pour nous, lorsqu'on va développer un produit, on est toujours dans une philosophie de prise en charge globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, pour faire les choses correctement, il faut 2, voire 3, voire 4 produits. Ce qui fait qu'au final, l'observance n'est pas bonne. Le coût journalier, bien évidemment, va être très important. Donc, pour nous, c'est très, très important d'avoir cette notion de globalité. On a aujourd'hui donc une gamme sport et aujourd'hui, tous nos produits. Donc... Alors, Bertrand, quand tu dis gamme sport, c'est pas forcément que pour les Alain Bernard, c'est aussi pour les Christophe Jameau. Ah ben, je dirais que pour les champions d'exception. C'est ça que je non, veux mais alors, ce qu'il faut préciser, c'est l'Alain Bernard d'aujourd'hui aussi. Je ne veux pas être associé à ça. Non, mais justement, on n'en a pas parlé sur cette transition. Aujourd'hui, je suis plus devenu, entre guillemets, un sportif du dimanche. Mais voilà, j'essaie aussi quand même de continuer à prendre soin de mon corps, même si je n'ai pas des objectifs olympiques. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler pour que chacun puisse… c'est le doc, justement, notre doc qui va faire le lien entre justement cette alimentation du champion et du sportif du quotidien. Bertrand, excuse-nous. Non, mais écoute, et puis donc effectivement, donc on a aujourd'hui une gamme sport et on était un petit peu embêté parce que de plus en plus on a des sportifs de haut niveau qui font appel à nos produits, et donc elle a été labellisée il n'y a pas très très longtemps, donc il y a le label Sport Protect, et ça c'est important parce que ça garantit l'absence de substances dopantes. Comme disait Alain, ça serait quand même très très embêtant qu'avec un produit microéquilibre il soit dopé positif le jour d'une finale de Jeux Olympiques. Ça serait très embêtant pour lui et pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a ce label Sport Protect. Et puis après, pour finir, tous nos produits répondent à des normes ISO 22000. Donc, ça, c'est important. C'est une norme qui est relative à la sécurité des aliments, des denrées alimentaires. Il y a bien sûr donc une fabrication 100% française. Ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une excellente traçabilité. Et puis, pour finir, nos oméga 3 ont le label EPAX. Bon, si vous voulez, ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, au niveau des oméga 3, on peut trouver de tout et de n'importe quoi. Bon, le label EPAX garantit une pureté, une qualité qui est absolument optimale. Voilà les grandes lignes.
On se retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Bertrand, je vais donner la parole maintenant à notre docteur Thomas Kilian. Thomas, alors, qu'est-ce qu'on va dire docteur? Tu vas positionner les gens. En plus, la blouse blanche, ça fait office. Thomas, tu exerces où actuellement? Sous quelle forme? Je suis actuellement installé en pratique libérale, en cabinet de ville. Je suis sur Monaco, donc avec une activité qui va aussi entre la médecine générale, la micronutrition généraliste et après la nutrition spécifique de sportifs du dimanche et de sportifs de haut niveau également dans des accompagnements de challenge et de compétition. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que le sportif plus ou le sportif du dimanche ou le champion, tous ces sportifs-là ont des besoins avec une alimentation. Il faut avoir des bases. On peut faire des petits excès. Et on va citer les petits trucs au chocolat qu'Alain aimait bien manger. Il faut avoir une base. Est-ce qu'elle est commune à tous les sportifs finalement pour être plutôt pas mal au quotidien et se faire plaisir? Pour répondre à ta question, Christophe, elle est commune à tout le monde. Je pense qu'avant de rentrer dans les spécificités éventuellement des sportifs, il faut déjà avoir une alimentation santé basique. C'est ce que je commence par expliquer à mes sportifs qui passent la porte du cabinet. Aujourd'hui, on parle de micronutrition et de sport, mais n'oublions pas qu'avant tout, il y a les macronutriments aussi, avant d'avoir les micronutriments, donc les fameuses protéines, glucides, lipides. Chacun a un rôle spécifique, c'est important à comprendre. Les protéines vont avoir vraiment un rôle tissulaire, un rôle membranaire chez le sportif, c'est très important. Ça va assurer la régénération des muscles justement après l'effort, mais pas uniquement. Les protéines ont un rôle aussi au niveau enzymatique, donc dans beaucoup de réactions. Les glucides, c'est le carburant énergétique de l'organisme, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner notre corps, nos muscles, mais c'est ce qui va aussi assurer les réserves. Alain Bernard parlait de la récupération tout à l'heure, c'est très important, puisqu'une partie de nos glucides vont être immédiatement utilisés et une partie va être stockée sous forme de glycogène dans nos muscles, mais aussi dans notre foie pour être utilisée ultérieurement, d'où l'intérêt de la récup. Et les lipides, finalement, c'est la réserve de secours. C'est les graisses qu'on peut utiliser dans un deuxième temps quand tous les glucides ont été mobilisés, mais c'est également, les lipides vont être très importants dans tous les transports de vitamines. Donc, on parle de micronutrition aujourd'hui, c'est bien d'avoir un apport vitaminique, mais il faut aussi les emmener dans les bonnes cibles, aux bons endroits. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bio, soi-disant c'est mieux. Est-ce que dans les produits qu'on trouve sur les supermarchés, les petites boutiques de quartier, les produits qui sont proposés offrent tout ou justement il faut se tourner vers la micronutrition, vers des compléments parce que les haricots verts d'aujourd'hui n'ont pas toutes les qualités et tous les apports que les haricots verts d'antan? Alors, c'est une question pertinente, en effet. J'avais fait, lors d'une présentation hospitalière il y a quelques années, une petite étude un peu sur l'évolution des fruits et légumes sur les 50 dernières années. On est rentré dans une ère industrielle après la Seconde Guerre mondiale et donc on a commencé à surexploiter nos terres et malheureusement à épuiser les ressources. Je voyais que sur finalement certains légumes communs, on avait une baisse jusqu'à 60-70% de certaines vitamines ou minéraux, le magnésium par exemple. Donc, une carotte d'il y a 50 ans, une carotte d'aujourd'hui peut contenir… Et donc, c'est bien de manger des carottes, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus finalement. Non, mais c'est important de le souligner. C'est ce que me disent beaucoup de patients, mais docteur, finalement, pourquoi prendre des compléments alimentaires là où nos grands-parents n'en prenaient pas? En l'occurrence, parce que la concentration, bio veut dire qu'il n'y aura pas d'intrants chimiques, mais ne veut pas forcément assurer la qualité de la terre. Et si on fait du bio intensif, on se retrouve avec des bio faibles en vitamines et en minéraux. Alors, Alain a souligné tout à l'heure beaucoup le côté bien-être, parce qu'on peut faire du sport de très haut niveau, mais ça correspond au bien-être. On peut faire juste une marche active, on va dire, le week-end, parce que ça correspond à son bien-être. Et quand on commence à partir peut-être après sur de la micronutrition en complément alimentaire, c'est peut-être aussi qu'on a envie de certaines performances, quelles qu'elles soient. Mais dès qu'on fait un peu un sport intense ou du sport de haut niveau, il y a des règles plus importantes à respecter. Je pense entre autres à s'hydrater au maximum pour éviter… Je sais qu'il y avait des questions en amont sur les tendinites. Les gens attrapent des tendinites aussi parce qu'ils ne boivent pas, par exemple.
Oui, alors les tendinites, on les a souvent associés à un manque d'hydratation, mais c'est souvent aussi dû à une erreur technique. En Un fait, mauvais geste, exact. un mauvais geste technique. Et donc les deux combinés, mauvais geste technique plus mauvaise hydratation, ben, en fait, on accroît les facteurs de risque. Dans tous les cas, ce qui est important de souligner, c'est l'optimisation. C'est un peu comme quand je dis aux jeunes, écoutez, vous venez vous entraîner pendant 1 heure, 2 heures de temps tous les soirs quand voilà, vous avez déjà 12, 13 ans. Ben, à partir du moment où vous franchissez la porte de la piscine, c'est que vous êtes là pour vous entraîner, vous êtes là pour progresser. Et donc, optimiser ce temps-là, déjà sur votre capacité à être concentré du début à la fin de la séance, votre capacité à essayer de réaliser les meilleurs mouvements techniques que votre éducateur, votre entraîneur vous propose. Donc, c'est ce souci d'optimisation du temps, en fait, voilà, dans lequel je veux mettre l'accent en disant, ben, on s'attache à faire quelque chose, donc autant essayer de le faire du mieux possible. Et c'est un petit peu ma déformation perfectionniste qui veut ça. Et là, encore une fois, l'alimentation, l'hydratation fait partie de cela et doit prendre de plus en plus de place dans notre performance ou notre activité physique quotidienne. Et c'est aussi l'intérêt, encore une fois, de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser sur cette importance qu'a la nutrition et la micronutrition, parce que on est sur des filières énergétiques que parfois ben, l'alimentation générale ne permet pas de nous rassasier par rapport à l'effort que l'on va faire. D'où le fait d'avoir quelque chose de très précis, de très ciblé, en fonction de vos objectifs, de vos contraintes, de vos carences, de votre historique, de pouvoir adapter cette micronutrition. Thomas, justement, quels sont les plus gros écueils que tu rencontres selon les patients, quoi. Je n'aime pas trop le mot, mais les personnes qui viennent te voir? Alors, je rebondis quelques instants sur ce qu'évoquait Alain Bernard à l'instant, sur les blessures, les tendinites. C'est un point très important que j'aborde bien sûr régulièrement chez mes sportifs de haut niveau. Il y a plusieurs mécanismes en fait dans le sport intense, comme l'évoquait Alain tout à l'heure. Le fait de faire du sport à haut niveau, ça fait travailler nos machines corporelles en excès, ça libère des toxines, entre autres l'acide lactique, le fameux acide lactique qui est responsable de crampes et qui va acidifier en fait nos tissus. Une partie de notre alimentation est acide, des protéines, les féculents, une partie alcaline, tout ce qui est fruits et légumes. Donc, il est extrêmement important d'avoir une bonne balance, justement, et de mettre le curseur au bon endroit. Un individu lambda, c'est bien d'être 50 alcalins, 50 acides. Chez les sportifs de haut niveau, il vaut mieux être 2 tiers alcalins, donc beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, certaines eaux minérales, comme l'eau de Vichy, par exemple, que je conseille beaucoup, très riche en bicarbonate. Et après, les compléments alimentaires peuvent être pertinents à ce moment-là. On a des complexes. Chez Microéquilibre, on trouve un produit qui s'appelle Équilibre acido-basique, justement, qui va être un concentré d'ions alcalins qui vont permettre de remettre le curseur pour éviter l'acidose tissulaire, souvent cause de tendinite de blessure. Les gens, quand ils viennent te voir consulter, ils arrivent, j'imagine, ils ont fait une petite étude de marché sur Internet. On doit trouver tout et n'importe quoi. Les régimes alimentaires, faites ci, faites ça, etc., etc. Il y a un travail d'éducation aussi, j'imagine, toi, un travail de remise en place et en perspective des choses, non? Qui est énorme, en effet, qui est crucial. Je pense que tu as mis le doigt sur un point important. Ça représente quasiment la moitié de ma première consultation où on prend le temps de reprendre un peu les basiques, les fondamentaux, un minimum de protéines au petit-déj, des glucides complexes le soir, des légumineuses, prendre le temps aussi de ne pas frustrer les patients. Alain Bernard parlait du plaisir. Interdire, je pense que ce n'est pas une logique saine. Réduire, bien évidemment, un petit plaisir de temps en temps est autorisé, mais avoir une base alimentaire saine au quotidien, je pense que c'est le secret. Un mot sur microbiote. Est-ce que c'est un gros mot, microbiote? C'est un mot très à la mode et je pense qu'il va l'être de plus en plus. Je suis convaincu que c'est l'avenir de la médecine en général, hein, pas que de la micronutrition et de la médecine du sportif. C'est finalement tout ce qui a trait à notre intestin, un organe qui a été boudé pendant très longtemps et on se rend compte que c'est un super ordinateur qui régule probablement beaucoup plus de mécanismes que notre propre cerveau. Et puis surtout, c'est la surface d'absorption et d'échange de notre corps. Cette petite phrase que je répète souvent, on peut très bien s'alimenter, très bien se supplémenter, mais si on absorbe mal, les résultats sont les carences. Donc notre intestin, il faut en prendre soin, bien sûr. Et chez les sportifs, encore plus. Alain Bernard parlait tout à l'heure aussi des échéances, du stress,
des événements au quotidien sur le mental, tout ce stress va être responsable d'une acidité digestive qui détruit une partie de nos bonnes bactéries. Et petit à petit, en fait, c'est un équilibre qui se déséquilibre. Les mauvaises bactéries se développent, les bonnes disparaissent, et ça peut créer des inflammations de la paroi intestinale. Donc là, on a des produits, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs le laboratoire Microéquilibre il y a quelques années, à force d'associer plusieurs compléments en même temps, probiotiques, glutamine, qui est l'acide aminé de la paroi, curcuma, qui est un anti-inflammatoire naturel. En fait, j'étais obligé de donner plusieurs produits pour cicatriser le ventre de mes patients. Et chez Microéquilibre, on a un produit qui englobe tout ça. Donc, en une seule prise le matin, par exemple, on arrive à traiter le tube digestif. Et clairement, c'est très important de préserver la flore intestinale des sportifs parce qu'au moment de l'effort, on n'a finalement que 5 litres de sang dans notre corps. Au moment où on fait un effort physique important, une partie du sang va partir vers le cœur, vers les poumons et surtout vers les muscles. Et en fait, l'organe qui en pâtit, c'est notre intestin. Il va être privé de sang pendant quelques secondes, pendant l'effort très intense. Et donc, ça peut donner des petites ischémies, des petites destructions tissulaires de notre intestin. C'est pour ça qu'il faut le réparer et le régénérer régulièrement. Donc, mais ça concerne aussi le sportif, juste celui qui s'entretient sans chercher la performance? Alors, celui qui s'entretient ne sera pas soumis de la même manière à ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le phénomène extrême, d'ischémie-reperfusion. Dans les cas extrêmes, c'est le marathonien qui va tomber sur la ligne d'arrivée en vomissant du sang parce qu'il a eu un problème digestif sévère pendant cet effort et en général parce qu'il ne s'est pas assez hydraté. Alain parlait tout à l'heure de l'importance de l'hydratation, c'est déjà la base pour prévenir ce phénomène. Après, pour répondre à ta question, pour tout un chacun, faire des petites cures de probiotiques au quotidien me semble indispensable parce qu'entre les additifs, les conservateurs, le stress, tout ça va irriter, perturber notre flore intestinale. Donc, prendre soin de notre microbiote, bien évidemment, c'est important. Après, ne pas prendre tout et n'importe quoi. Beaucoup de probiotiques. Ouais, est-ce que le souci et le danger, c'est l'automédication. On va basculer sur la mutuelle et on va voir que l'intérêt aujourd'hui des différents produits proposés, entre autres par Microéquilibre, c'est que ça peut être sur recommandation, alors, je ne sais pas si on peut parler de prescription médicale, recommandation médicale en tous les cas. Alors, on peut parler bien sûr de prescription médicale puisque comme l'évoquait Bertrand tout à l'heure, il y a un peu deux mondes dans les micronutriments actuellement et les compléments alimentaires. On a les produits qu'on peut acheter sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie qui vont souvent être mal dosés et pas forcément de très bonne qualité. Et après, on a un certain nombre de laboratoires qui vont faire des études scientifiques validées avec des dosages et qui se font donc sous prescription médicale. Prendre un complément de manière anarchique, ça peut être plus dangereux que bénéfique. On l'a vu un peu avec certaines études américaines. On a montré que dans certains États, des gens qui s'auto-supplémentent, qui achètent des quantités énormes de vitamines en supermarché, se retrouvent avec plus de cancer que ceux qui n'en prennent jamais. Donc, c'est très important d'avoir une surveillance minimum et puis surtout une prescription de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Certains pharmaciens se forment de plus en plus et bien sûr, les médecins sont à même de vous conseiller. Avant de donner la parole à la mutuelle, je voudrais que tu fasses un petit exercice de réflexion et que tu poses une question avec ton vécu, toi, de médecin traitant pour des sportifs ou médecin conseil aussi, parce que j'aime bien ce mot médecin conseil. Parce qu'on peut aussi consulter pour optimiser son corps. On parlait d'optimisation de la performance, ça vaut aussi pour le corps et pour le bien-être. Avec ton parcours, quelles questions tu auras envie de poser par rapport à cette notion d'alimentation, de micronutrition à Alain Bernard, par exemple? Alors, ce serait plus une question un peu de curiosité sur son petit déjeuner, parce que mes consultations commencent souvent comme ça. Quand le patient arrive, bon, après avoir fait un peu d'éducation générale sur la nutrition, souvent je commence par cette question, qu'est-ce que vous mangez le matin? Et j'ai été très surpris dans ma carrière de voir plusieurs sportifs de haut niveau m'apporter des réponses très différentes. Alors Alain, tu vas assumer je te propose d'assumer deux réponses, celle du temps où tu étais champion et celle du temps où tu es devenu vice-président d'un club de natation. Non, alors et franchement, en toute transparence, il y a quelque chose qui a été fondamental pour moi pour la supplémentation. C'est quand j'ai rejoint le Cercle des nageurs de Marseille, donc à 15 ans, quand je vous ai raconté que je suis passé de 5 à 10 entraînements par semaine. En fait, j'ai été logé sur place et donc la notion de proximité pour moi était sous-entendue une question de facilité de me lever le plus tard possible.
Il fallait être à 6h45 dans l'eau. Écoutez bien, 6h45 dans l'eau. Au bout du Vieux-Port, au bout du Vieux-Port. Hein, voilà, le Sac des nageurs de Marseille. Et donc, comme j'avais une chambre juste à côté, en fait, je ne prenais pas de petit déjeuner le matin parce que je voulais dormir jusqu'à 6h30 avant d'enchaîner ma journée de cours. Et au bout de quelques mois, j'étais tellement fatigué à la fin des entraînements que Denis, mon entraîneur, m'a passé un savon. Il me dit maintenant, tu te lèves une demi-heure avant, tu prends un bon vrai petit-déj, etc. Mais c'est resté historiquement un petit-déj vraiment à base de glucides et ça l'a toujours été pour des questions entre guillemets pratiques. Alors, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu prenais au petit-déj? Pour moi, c'est chocolat au lait et puis gâteau, jus de fruits. Voilà, vraiment très basique, très efficace. Et en compétition, je ne pouvais pas, je me suis très rapidement accommodé à tout ce qui est salé, donc des petits œufs, du jambon, du fromage, avec un yaourt et un fruit, où j'étais beaucoup plus assidu de ce côté-là, mais parce qu'il y a le côté pratique, le côté quotidien, c'est plus facile dans un hôtel en déplacement, etc., de se servir que de faire sa petite cuisine salée, etc., le matin. Néanmoins, voilà. Aujourd'hui, tu privilégies quoi comme petit-déj? Est-ce que tu sacrifies le petit-déj ou... Aujourd'hui, malheureusement, quand je vais faire du sport, que je vais courir, je prends juste un fruit avant de courir et je me fais un gros petit-déj. Et en fait, je supprime un repas dans la journée. C'est mon acquis de conscience en me disant, au lieu de faire un gros truc, je prends un bon fruit avant de courir. Mais sinon, je reste quand même sur du glucide et je sais que il faut que je m'améliore de ce côté-là. Néanmoins, on est tous différents par rapport à l'assimilation aussi de ces petits déjeuners. Et j'avais des copains qui s'entraînaient avec moi, qui étaient vraiment très dérangés dans les phases d'entraînement le matin, sur la digestion, etc. Parce que ils pouvaient pas se permettre de prendre n'importe quel déjeuner. Donc moi, j'ai eu cette chance-là où mon corps assimilait bien et finalement, j'étais moins sensibilisé là-dessus. Diagnostic, docteur, par rapport à ce qu'on vient d'entendre? C'est catastrophique. Une totale honnêteté, donc c'est déjà le premier super point. C'est une réponse que j'entends très fréquemment, finalement, ces petits déjeuners glucidiques parce que facile. Après, c'est un réapprentissage, en fait. Donc, bien évidemment, moi, je prône un peu de protéines le matin. Après, Alain Bernard a mis le doigt sur le côté de la digestion, de l'assimilation, d'où l'intérêt aussi des probiotiques et de tout ce qui peut aider à mieux digérer le matin. Et après, on va bien sûr adapter en fonction des phases de compétition intense et puis au quotidien, donc réduire un petit peu les protéines animales le matin. C'est là où certains compléments protéinés peuvent être intéressants. Moi, je prône les œufs le matin, du jambon blanc, du saumon, de la dinde ou du poulet avec un peu de pain. Toi, c'est plus version brunch quand même. Hein. C'est idéal. En fait, il faut un peu de protéines. C'est tous les jours dimanche, si j'ai bien compris, à Monaco. C'est ça, tout à fait. Mais c'est ce qui va actionner en fait beaucoup de mécanismes sains. Et après, juste pour rebondir, il existe en fait des petits biscuits, des petites barres protéinées éventuellement qui peuvent être des dépannages. On va faire en fait un demi-petit-déj avant d'aller s'entraîner et on va reprendre éventuellement un petit-déj en deuxième partie de matinée un petit peu plus conséquent. Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup chez les sportifs. J'avais promis la parole à Christophe des Mois Mutuels. J'arrive, Christophe. Juste deux petites dernières questions. Quand on dit qu'on est plutôt sucré, plutôt salé, est-ce que ça correspond à un vrai besoin du corps? Première question. Et l'autre question avant qu'elle m'échappe, les petites barres qu'on peut trouver dans le commerce, c'est du marketing ou il y a un véritable apport? Alors, on a tous les mêmes besoins en fait. Hein. On est fait dans le même moule à la base, hein. On est des hommes de Cro-Magnon qui avons un peu évolué, mais on a des besoins en protéines qui sont proportionnels à notre activité physique. On a des besoins en glucides qui sont quasiment les mêmes pour un individu lambda, à peu près 40-45%. Le sportif va être plutôt entre 55 et 60. Mais on n'a pas de tendance sucrée-salée. C'est nous qui conditionnons notre esprit à être plus vers une alimentation sucrée ou salée. Moi, avant de découvrir les bienfaits de la nutrition, je mangeais sucré le matin. Et puis là, ça fait 10 ans que je mange des œufs. J'ai une petite fille de 6 ans qui s'est mise aux œufs avec moi. Et puis maintenant, elle ne mange plus quasiment de sucre, si ce n'est pour une petite occasion. Donc, on peut rééduquer aussi l'esprit. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je suis persuadé que les sucres rapides sont vraiment le poison de notre société moderne parce qu'il y en a partout. Et apprendre aux gens qu'on peut vivre très bien et s'amuser aussi en cuisine en réduisant un peu les sucres, je pense que c'est clairement un des messages importants. Et pour répondre à ta deuxième question, alors c'est toujours le problème de la
qualité en fait, des produits qu'on va acheter. Beaucoup de barres que vous allez acheter dans les magasins de sport vont contenir des graisses transformées, donc sans rentrer dans des choses trop complexes, mais c'est des graisses qui sont super intéressantes pour les industriels parce que ça donne un côté moelleux ou craquant, ça se conserve très longtemps, mais c'est vraiment pas très bon pour la santé. Donc pour tous ces compléments… Oui, et puis ça n'a aucun apport nutritionnel par rapport à… Alors, il y aura un apport nutritionnel modéré, mais qui ne va pas du tout être du niveau de certains produits un peu techniques. Il y a vraiment deux mondes actuellement. Donc, ça vaut le coup de prendre son temps et de se poser en consultant, pour prendre justement de la micronutrition pour des compléments. Ça vaut le coup de s'écouter, de soigner son corps et de se faire appel à des professionnels. Parlons de professionnels, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Adrien de la mise en relation entre le monde du sport, les entreprises avec Bertrand Hackart et Microéquilibre. C'est chouette d'avoir une mutuelle qui soit dans le coup aujourd'hui et moi mutuelle avec Christophe. Toi, je ne reprends plus le risque de ton nom de famille. Christophe, un mot sur ce sport santé et comment finalement ça commence à avoir une place au sein d'une mutuelle, en l'occurrence les MOA. Oui, alors du coup, pour rebondir un peu plus largement sur les propos qui ont été tenus, c'est vrai qu'en tant que mutuelle, nous, on s'inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de promotion du sport, d'abord parce qu'il y a un rôle social, sociétal, mais aussi parce que le sport il a un rôle de prévention de certains risques en termes de santé. On sait que pratiquer une activité sportive régulière, ça va nous permettre de lutter contre la sédentarisation, les risques cardiovasculaires ou encore le surpoids. Et donc, du coup, à notre niveau, en tant que mutuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient pas mal d'associations sportives locales, dont le Cercle des nageurs d'Antibes et un nageur du Cercle des nageurs d'Antibes. Parce que, en fait, par le sport, il y a un certain rôle d'éducation à la santé, d'éducation à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, on parlait justement de comment on prépare son corps à la compétition, comment on prend soin de soi pour prévenir le risque de blessure. Donc, le club, il a un rôle là-dedans. Et aussi parce qu'un club sportif, il a, on n'en a pas trop parlé, mais il a aussi un rôle dans le maintien en bonne santé des seniors. Voilà. Donc, nous, on essaye de valoriser cette approche du sport par des associations en les subventionnant, les accompagnant au quotidien. Et aussi, de l'autre côté, depuis un an maintenant, dans une nouvelle gamme, on a, pour encourager à la pratique sportive ou éviter au renoncement à cause du prix d'une licence, on a intégré le remboursement d'une partie du prix de la licence sportive dans nos gammes de produits de complémentaires santé. Donc voilà, on est vraiment dans un rôle d'encouragement à la pratique sportive, que ce soit le sportif du dimanche ou d'une manière un peu plus intense. Et c'est ouvert à toutes les licences sportives, à toutes les disciplines? Exactement, peu importe le club, peu importe la discipline, dès lors qu'un adhérent est inscrit dans un club de sport, il peut nous présenter la facture de sa licence et nous, on participera à la hauteur qui est définie dans le contrat pour rembourser une partie de cette licence sportive. Comment il y a une obligation. Oui, vas-y. Il y a une obligation d'être licencié au CN Antibes avant, par contre. C'est une particularité. Là, il y a un bonus. Là, il y a un bonus. Là, on donne un bonus. Non, mais il n'y a pas de chrono à réaliser, on vous rassure. Christophe, comment une mutuelle s'engage? C'est juste du sponsoring, c'est juste une aide financière ou il y a d'autres programmes proposés? Non, on peut s'engager à différents niveaux. Alors, c'est vrai que la manière la plus simple, parce que du coup, la moins chronophage aussi en termes de temps, c'est d'apporter un soutien financier à des associations qui, en plus, avec l'actualité un peu qu'on a connue là, ces dernières années, ont perdu peut-être des licenciés, donc ont perdu aussi des cotisants. Donc, nous, on essaie de venir compenser ce trou de trésorerie. On les aide à financer aussi de l'achat de matériel parce qu'il faut renouveler les équipements, il faut renouveler les ballons, enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, on peut aussi intervenir justement auprès des adhérents de ces clubs pour justement proposer des actions de prévention à la santé. Et donc ça, c'est des choses qu'on définit avec les clubs partenaires. Alors, si je refais la chaîne, Christophe, Alain Bernard a parlé des besoins d'un sportif de haut niveau, mais aussi d'un sportif dit plus traditionnel, plus lambda. Bertrand Hackart a évoqué aussi les valeurs et la qualité
des produits avec le respect et de l'environnement et de pas mal de normes. Notre docteur Thomas Kilian, pareil, a été dans ce sens-là, puisque c'est aussi sur prescription médicale. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, la mutuelle, elle fait partie de ce cercle vertueux, parce que maintenant, alors qu'à une époque, il y avait vraiment de la défiance, et on a parlé de confiance tout à l'heure, il y avait de la défiance vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, ça rentre dans le circuit des remboursements possibles. Exactement. En fait, par rapport à ce qu'on disait sur l'approche personnalisée de comment je vais prendre soin de moi, de comment je vais prévenir les risques de blessures, en fait, on peut faire le parallèle avec une attitude qui a changé. Ça veut dire que nous, on constate que nos adhérents, de plus en plus, ils vont se tourner vers ce qu'on appelle les médecines douces ou médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils vont aller chercher des compléments alimentaires, ils vont aller chercher de l'homéopathie, ils vont aller consulter des ostéopathes, des psychomotriciens, des nutritionnistes. Donc en fait, on voit que la consommation, on va dire, de produits de santé au sens large, elle évolue. Et donc nous, on essaye d'accompagner justement cette nouvelle tendance, cette nouvelle façon de se soigner, en intégrant dans les garanties effectivement des remboursements de dispositifs médicaux non remboursés par la sécurité sociale, comme peuvent l'être justement les compléments alimentaires. Donc voilà, donc on élargit aussi le panel pour répondre à une nouvelle demande, à des nouveaux usages, à des nouvelles façons de prendre soin de soi. Voilà. Et donc ça, c'est une tendance très forte sur le marché de la complémentaire santé. Et nous, du coup, on essaye d'élargir au maximum la prise en charge de ces médecines alternatives, secondaires ou médecine douce au sens large. En sachant, et ça je vais me tourner vers notre docteur. Christophe, toi tu réfléchis déjà à une première question que tu vas pouvoir poser à Alain Bernard. Thomas, je voudrais te redemander ce qu'on a cité ostéopathe, on a cité homéopathie. On sait que les ostéopathes avant c'était les chiropracteurs, c'était un gros mot, on ne voulait pas en entendre parler dans de la médecine classique. Toi qui es médecin généraliste aussi, comment c'est perçu aujourd'hui? Est-ce que toutes ces composantes-là de la médecine sont bien intégrées? Et puis on parlait d'homéopathie, il y a eu des études il y a quelques temps en disant que c'était plus des petites pilules, des petits bonbons placebo qu'autre chose. La médecine, elle est aussi en perpétuel mouvement par rapport à tout ça. Oui, et puis en nette évolution, hein, je pense qu'il y a une prise de conscience des populations de l'effet potentiellement délétère des médicaments chimiques, donc sans être anti-chimique, bien au contraire. On a bien pris conscience avec les quelques scandales de ces dernières années, le Mediator pour ne pas le citer, par exemple, que prendre trop de chimie n'est pas forcément anodin et n'est pas forcément la réponse à tous les maux. Il y a une grosse évolution aussi au niveau des découvertes scientifiques, puisque maintenant, dans le domaine de la micronutrition, donc la micronutrition fait beaucoup appel à la phytothérapie, donc les plantes, hein, qui sont quand même la médecine ancestrale. Et finalement, on a synthétisé des principes actifs de plantes avec l'industrie pharmaceutique. Là, ce sont les remèdes de grand-mère qui sont poussés… au bout du jour, mais en mode un peu plus scientifique. Et puis surtout, au jour d'aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure, énormément de laboratoires investissent beaucoup d'argent pour faire des développements produits avec des études scientifiques, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Donc en fait, on va se comparer à des placebos, à des médicaments chimiques. Moi, j'utilise certains produits, par exemple pour le diabète, qui vont être très proches de certains médicaments chimiques contre le diabète avec des études scientifiques prouvées. Donc, et tout ça, ça passe par des bilans. On est obligé de se faire piquer avant, des prises de sang. Il y a plein de bilans à faire quand même. On n'invente pas tout ça. Alors moi, je suis très féru de biologie fonctionnelle, en effet. C'est un domaine qui a beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, se supplémenter à l'aveugle, ça peut être tout aussi dangereux que bénéfique. Donc oui, un bilan sanguin initial et régulier est très, très, très important. Chez tout le monde, au moins un bilan annuel. Et avant de débuter une supplémentation, savoir un petit peu où on en est au point de départ pour savoir à combien supplémenter. Quand on prescrit un complément alimentaire, on peut le prescrire à 1, 2, 3, 4 fois la dose en fonction des besoins du patient. Et ces besoins vont évoluer en fonction de l'intensité physique, bien évidemment. Donc, le sportif de haut niveau, on va le réévaluer régulièrement. Merci, docteur. On a un petit peu de temps maintenant pour débattre. C'était prévu comme ça. Tiens, Christophe, est-ce que tu as une question, une interrogation avec Alain Bernard, par exemple, sur tout ce qu'il a pu raconter de son vécu de champion, mais aussi de cette reconversion en sportif lambda?
Oui, alors je pense qu'Alain, il a toujours un niveau assez, assez élevé en natation. Non, j'avais une pensée euh, pour Paul Beaugrand, en fait. Paul, donc c'est un nageur qu'on suit à la Mutuelle. Et c'est vrai qu'il avait partagé avec nous le fait que le Covid et le confinement, ça met un gros coup d'arrêt à la préparation à la préparation aux entraînements. Et du coup, je voulais savoir, Alain, est-ce que justement le corps a du mal à réagir à ces stop and go en fait. On s'est préparé non-stop pendant un an. D'un coup, il y a un arrêt de 3 mois. Après, il faut reprendre. Il y a des compétitions qui ont lieu. Est-ce que, je ne sais pas, un nageur comme Paul, il est sensible justement à la micronutrition? Est-ce que ça va l'aider justement à retrouver peut-être plus rapidement son niveau avant qu'il y ait eu le premier confinement? Oui, alors c'est une très bonne question. La chance que l'on a en type, c'est que cet arrêt, il a été relativement court en fait sur le tout premier confinement il y a bientôt un an. C'était 9 semaines d'arrêt non-stop, 9 semaines sans le contact de l'eau chauffée, hein, même si l'eau en mer, etc. Il y en a qui pouvaient essayer d'aller s'entraîner, mais c'est pas du tout la même chose. Puis en plus, c'était interdit. Donc c'est exclusif en fait dans une carrière de nageur de s'arrêter 9 semaines d'affilée. Il faut savoir que dans l'ordre des choses, ils ont en moyenne une semaine de vacances vers Noël, une semaine de vacances au mois d'avril après les championnats de France et 3 semaines l'été après la grosse compétition de l'année. Donc Du temps de ta carrière, le plus long break, ça a été 3 semaines sans aller nager? Moi, mon plus long break, il a été de 4 semaines, ouais, après 2008. Donc, sans nager, sans aller faire trempette. Ouais, uniquement pour faire par exemple du surf ou voilà se baigner quoi. Mais donc ce sont des entraînements en permanence en fait qui sont très sollicitants. Donc la micronutrition pour lui est forcément quelque chose qui va être important parce que quand on fait du haut niveau, on est dans les détails au quotidien et on a beau passer des heures et des heures dans l'eau. En 2 heures de temps, comme je disais, le but du jeu c'est que c'est sur cette séance de 2 heures il y ait le moins de choses qui soient improductives en fait. Donc on va jouer sur les moindres détails techniques, sur la rigueur, sur la régularité, surtout un garçon comme Paul Beaugrand qui nage du 1500 nage libre, qui est une épreuve assez engageante, 800, 1500 nage libre, assez engageante sur la durée. Malheureusement, ce qui leur manque, ce sont des compétitions aussi à tous ces athlètes. Ils ont fait que 2 compétitions en un an et on a beau avoir des repères à l'entraînement au quotidien, la mise en situation, finalement, il n'y a rien de tel que cela pour l'apprentissage. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose. Il y a un vrai créneau à aller chercher aussi sur les sportifs de haut niveau et pour qu'ils mettent toutes les chances de leur côté, au-delà de l'entraînement, sachant qu'ils font pas beaucoup de compétitions, de se dire, ok, mine de rien, les années passent et puis peut-être à 20, 21 ans, je récupère moins bien qu'il y a 15 ans. Donc, mettre toutes les chances de leur côté pour accéder à une performance de haut niveau. Bertrand, un quart microéquilibre, comment on reste au haut niveau? Parce qu'il y a toujours des qualifications différentes, des normes différentes qui sont un peu pendues, que ce soit en France, peut-être les normes européennes pour le développement de l'entreprise, ça peut être important. Comment on reste comme ça au sommet, en tous les cas, où on cherche à le rester? Ah, mais c'est une très très bonne question en fait. J'ai la chance d'avoir encore une mère qui est excessivement active, donc c'est vrai qu'elle lit d'une manière quasi journalière toutes les études qui sont faites, et c'est à travers ces études-là que l'on peut améliorer un produit. Mais c'est vrai que ça demande énormément d'investissement, de travail, et comme le disait Thomas, le monde du complément alimentaire évolue tous les jours, et c'est très important de tenir compte de ces évolutions-là à travers les différentes études qui sont publiées. Il faut convaincre les gens tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un peu ce scepticisme autour de la micronutrition. Ouais, c'est vraiment dommage, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui une forme de scepticisme qui est assez importante, mais heureusement qui évolue. Et là, je rejoins complètement Christophe. On le sent que les gens sont de plus en plus demandeurs, donc il y a quand même une évolution qui est positive. Alors, si vous avez des questions, essayez de les poser. Vous pouvez par le chat, et c'est Adrien Janel qui fera le résumé des questions. Tiens, Alain Bernard, est-ce que tu as entendu du docteur Thomas Kilian, est-ce que tu as entendu des mois mutuels? Tu auras aussi, toi, une question, parce que tu ne peux pas être qu'interviewé aussi. Bien sûr, non, mais déjà, je suis, et je l'ai appris en toute transparence, dans notre phase de préparation au webinaire, j'ai appris justement que Christophe, par le biais de mutuelles, en fait, pouvait prendre en charge justement la supplémentation ou les licences, comme
Tu nous l'as appris tout à l'heure, Christophe, et ça, je trouve que c'est génial. On voit vraiment l'impact du sport dans le monde de l'entreprise. Est-ce que le monde de l'entreprise privée est prêt à faire pour faire en sorte, en fait, que la facture, qu'on règle tout sur la sécurité sociale, elle puisse s'amoindrir, en fait. Et pour la prévention des risques cardiovasculaires, pour la prévention de l'obésité, pour la prévention de toute autre maladie, en fait, le fait d'être en bonne santé, de faire du sport, va nous emmener à réduire des prises en charge hospitalières et des prises en charge lourdes parfois. Docteur Kylian, je laisse me confirmer ces dires, mais c'est quand même quelque chose d'important, la prévention par le sport dans la société. Et c'est très important que les mutuelles aussi se penchent là-dessus. Tout à fait. Je rejoins Alain pleinement sur le fait qu'actuellement, la sécurité sociale va être dans une logique à court terme, compte tenu des déficits en cours, là où les mutuelles sont dans des projections à moyen, long terme. Et je souligne vraiment avec un grand plaisir toutes ces initiatives que je vois évoluer, moi, sur les dernières années. Des mutuelles qui ne remboursaient que peu commencent à s'y mettre, des mutuelles actives comme celle qui est avec nous aujourd'hui, font des actions aussi au niveau des cotisations. Et c'est vraiment super parce que je pense que l'avenir de la médecine et l'avenir de la médecine intelligente passe justement par cette prévention. Notre corps, c'est une machine extraordinaire, mais il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin chaque jour, justement, à travers ce qu'on va lui apporter de bon ou de moins bon. Et bien sûr, on va limiter après les pathologies cardiovasculaires, mais pas uniquement les cancers, bien évidemment. En précisant, et je vais redonner la parole après à Christophe, en précisant, Thomas, que, alors sans parler d'obésité, le sport est tellement peu mis en avant dans l'éducation nationale en France, et j'en ai discuté hier, là, moi je suis en formation à bord de péage sur le média training, sur la prise de parole, et on discutait hier avec l'entraîneur du club de handball et le préparateur physique qui a travaillé à Montpellier avec Patrice Canaillé, au club de foot de Nantes. Les gamins à l'école sont déjà en surpoids parce que le sport est trop peu considéré. On parle d'éducation, c'est ça aussi le problème, c'est que les mutuelles vont intervenir, peut-être pas en bout de chaîne, mais pas loin. Mais comment faire pour les jeunes? Ça passe déjà par les médecins, les jeunes, ou c'est l'éducation qui doit se faire ailleurs? Moi, je reçois des ados, voire des jeunes, des pré-ados, en consultation pour faire déjà de l'éducation nutritionnelle. Alors, bien évidemment, le mot d'ordre va être pas d'interdit, mais de la modération, et leur faire prendre conscience, parce que finalement, à 12-13 ans, on est déjà en capacité d'entendre et de comprendre que finalement, les sucres rapides, j'y reviens, ne sont pas forcément nécessaires tous les jours, vont avoir des effets négatifs à moyen et long terme. Et puis, donc les parents accompagnent bien évidemment, mais très souvent, j'essaye de mettre un petit peu le parent en dehors de la conversation, et vraiment on interagit avec l'enfant qui va revenir la semaine, enfin 2-3 semaines après, me noter un petit peu ce qu'il a mangé, lui-même un peu analyser et critiquer de manière bienveillante ses changements alimentaires, et c'est là que tout se joue en fait. Je disais tout à l'heure que ma fille de 6 ans mange des œufs avec moi le matin. Si beaucoup d'enfants pouvaient basculer un peu plus vers le salé, l'industrie agroalimentaire a mis du sucre partout parce qu'on sait qu'il y a un côté addictif au sucre en fait. Plus on mange du sucre, plus on en a besoin, et il y a une forme en fait d'addiction réelle. On a prouvé qu'il y aurait 3 à 5 fois plus d'addiction au sucre rapide qu'à la cocaïne, vous voyez. Mais par contre, on peut se défaire de cette addiction au sucre en à peine 8 à 9 jours. Donc, si on prive un peu son organisme des sucres artificiels… On va vérifier. Kinder Bueno, t'as arrêté, Alain? C'était Kinder Chocobon, mais oui, j'ai réduit. Au bout d'un moment, ils vont être responsables aussi. Christophe, ce qui est intéressant, et Thomas vient de le souligner, alors, vous avez au départ travaillé, je dirais, avec les anciens, sans parler des seniors, mais sur les accidents cardiovasculaires qui sont… le côté préventif de faire 30 minutes de marche. Par exemple, au golf, il y a moins d'accidents cardiovasculaires parce que les gens marchent, même si c'est un sport qui est reconnu, un sport pour certains âges. Après, on peut le faire de façon plus intense, mais ça, c'est intéressant. Là, il y a aussi les jeunes, et la prise de licence, en tous les cas, une partie de la licence, c'est un signe fort pour montrer ce côté éducation, bien-être et sport santé. Oui, je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dedans, c'est que plus on initie tôt une jeune personne à faire du sport, à prendre soin de soi, c'est des acquis après, c'est des réflexes qu'on a. Donc,
voilà, c'est d'agir en ce sens-là. Et je pense aussi que aujourd'hui, il y a une tendance un peu générationnelle, c'est que on veut être moins dans le curatif, on veut voilà, avoir moins recours aux médicalisés et plus à la prévention. Et donc, voilà, le rôle de la mutuelle, c'est aussi d'accompagner. On ne veut pas juste être un acteur perçu pour rembourser des soins, mais on a une place plus importante à prendre dans le quotidien, dans la santé, l'éducation au bien-être, etc. Donc, ouais, on cherche à chaque fois des leviers pour mieux accompagner les personnes et de tout âge, en fait. C'est marrant, j'ai vu qu'il y avait un certain Steve Savidan qui s'est connecté tout à l'heure. Mais par exemple, on soutient un club de foot qui a monté une section loisirs de foot en marchant, justement dédiée aux personnes en rééducation C'est fonctionnelle avec et l'Olympique de aux Marseille? seniors. C'est avec l'Olympique de Marseille? Non, je Non, plaisante. Non, c'est une non, mauvaise on n'est Je pas retire, très c'est une loin, mauvaise c'est blague. le club de Carqueiranne. Donc voilà, mais voilà, il y a plein de petites choses à faire, je pense, pour justement accompagner les personnes dans ce sport santé, ce sport prévention et ce sport aussi bien-être, parce que faire du sport, c'est aussi se sentir bien psychologiquement et physiquement, quoi. Ouais, Steve Savidan, ancien footballeur, hein, qui a eu un problème cardiaque lorsqu'il a signé à Monaco, qui est passé par l'équipe de France, mais qui a une pêche incroyable et qui est devenu coach, qui s'intéresse à pas mal de choses, l'aspect mental des choses. Il est toujours au taquet, c'est l'un de ses slogans. Tiens, je vais relayer une question de Mustapha, mais qui se veut assez technique. Sur la biorésonance qui permettrait d'améliorer le sommeil, la période de repos. Et il y a pas mal apparemment de cours de fond qui préparent les JO qui sont axés là-dessus. Qui veut dire un mot sur la biorésonance, par exemple, Thomas? Je n'ai pas d'expérience personnelle. J'ai vu passer des papiers assez intéressants sur la biorésonance, mais n'en ayant pas d'expérience individuelle, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre avec précision à Mustapha. Mais ça correspond à quoi? J'avoue être inculte en la matière. Alain Bernard, Alors, je ne m'aventurerai pas là-dessus non plus pour pas dire de bêtises. mais ça correspond à quoi, par exemple, biorésonance? C'est là où on voit que c'est de trouver les bonnes pistes à explorer. Thomas Kilian, le docteur, c'est pas forcément évident, hein. Non, tout à fait. Alors après, le sommeil est un axe hyper important chez le sportif, hein. C'est vrai qu'on parlait du stress, on parlait des échéances. Moi, je travaille beaucoup sur cet aspect mental aussi. On a certains compléments alimentaires qui peuvent optimiser la qualité du sommeil, puisqu'on a 3 sommeils, hein, superficiel, paradoxal et lent profond. Et à partir du moment où il va y avoir une charge de stress en fin de journée, on va perturber le passage dans le sommeil lent profond, qui est entre autres responsable de la régénération musculaire et physique et de la détoxification du corps. Donc cet axe-là, qui est souvent négligé chez les sportifs de haut niveau, qui souvent accumulent des doses de stress et d'acidité avec le temps, est extrêmement intéressant, et c'est là où la micronutrition peut prendre toute une place. La phytothérapie anti-stress et puis certains extraits de mélatonine qui peuvent optimiser notre qualité de sommeil. Malheureusement, sur la biorésonance, je ne pourrais pas en dire plus, encore une fois, ne maîtrisant pas assez. Alors, Alain, tiens, tu dormais bien pendant les compétitions? Tu étais du genre bileux à faire la course avant? Ça dépendait des journalistes qui me posaient les questions la veille. Non, mais alors j'ai eu des phases, c'est vrai, j'ai eu des phases où je dormais très très bien et d'autres où j'étais très anxieux, etc. Et c'est vrai que ça a été un accompagnement. Quand je disais qu'il y a une prise en charge globale en fait autour de la performance, j'ai vraiment eu besoin de faire appel à un préparateur mental à partir de 2009-2010 pour la gestion de toute cette carrière entre guillemets, des sollicitations extra-sportives en fait dont j'ai dû faire face à partir de 2008-2009. Et finalement, ça aussi, ça faisait partie d'une prise en charge globale. Donc, l'alimentation, l'hydratation, je suis convaincu qu'il y avait un impact là-dessus. Néanmoins, ça ne suffisait plus. C'est une brique supplémentaire que j'ai voulu rajouter, la préparation mentale, pour m'aider justement à déstresser, à prendre un petit peu de recul, parce que mon côté perfectionniste a eu à un moment donné aussi dans ma carrière, ça m'a joué des tours finalement, à vouloir faire des choses tellement bien, il suffisait d'une chose qui soit faite de travers. Et c'est quoi? C'est d'être au point d'être maniaque, d'avoir des tocs presque? Pas des tocs, mais non, non, pas du tout, mais c'est ni de gris-gris ou de choses comme ça, mais vraiment
de tout ce que j'accumulais en fait, tout ce que j'assimilais comme travail à l'entraînement et en compétition, ben, la moindre chose que je faisais, je devais la comparer. Et si en termes de comparaison, je faisais moins bien que ce que j'avais fait un petit peu avant, ben, ça m'angoissait, ça me stressait. Je me disais, bon, ben, j'arriverai jamais à atteindre mon objectif parce que c'est moins bien de ce que j'ai fait aujourd'hui qu'il y a une semaine ou un mois ou 3 mois. Donc, et c'est vrai que ça a un peu vraiment impacté le sommeil. Et alors, j'ai essayé plusieurs choses, voilà, certains The Phytos, des choses comme ça pour dormir. Avec ma carcasse, ça devait pas être assez efficace. Ah oui, mais il faut nourrir la bête, hein. Alain, il n'y a pas beaucoup de sports où finalement les anciens champions continuent de pratiquer. Et on va citer le tennis, il y a le tournoi des légendes, le golf, il y a un circuit senior. Les matchs d'anciens au foot, ça existe aussi. Sport automobile, mais en natation, ce n'est pas trop le cas. Dans quoi tu t'éclates en sport aujourd'hui? Est-ce que tu t'es lancé un défi? Tiens, je vais faire un triathlon, donc je vais reprendre un régime alimentaire adapté, ou sur un trail, sur quoi tu es parti? Non, aujourd'hui, je m'éclate pas dans un sport en particulier. J'essaie de faire du sport pour m'entretenir physiquement parce que comme je suis grand et j'ai une bonne corpulence, j'ai besoin aussi de tenir un peu ça musculairement. Et si je le fais pas, j'ai vite des problèmes de dos ou d'articulation. Je prends toujours plaisir à évoluer dans l'eau. Je vais faire mes 30, 45 minutes, 1 heure maximum tous les 10-15 jours. J'ai largement ma dose de ce côté-là. Le Et là, le lien plaisir, c'est quoi? C'est le plaisir du geste, de la glisse? Ouais, de la glisse. C'est vraiment la glisse, la fluidité, l'efficacité. Et en fait, je regarde même pas le chrono. Je veux pas regarder le temps que je fais, sinon je déprime. Vaut Euh, mieux, oui, sans être méchant, je pense qu'à un moment, il vaut mieux arrêter de le regarder. non, non, mais ça a été radical. À partir du moment où j'ai arrêté ma carrière, j'ai arrêté de regarder le chrono. Par contre, ce sentiment, ce contact avec l'eau et le lien que l'on noue avec cet élément si fascinant, ben voilà, j'ai besoin de le garder. Donc, si tu veux, voilà, c'est vraiment le sport santé, bien-être aujourd'hui qui m'importe. Je veux Il n'y a être en plus le bonne côté forme. dépassement de soi. Tu n'as pas eu envie de te lancer un nouveau Non. défi de dépassement de soi. Pas de dépassement de soi, pas de rigueur, pas de contraintes, etc. Parce que mon calendrier professionnel m'emmène à beaucoup me déplacer et c'est difficile d'avoir une récurrence au niveau de mon activité physique et je veux pas me mettre cette contrainte-là que j'ai eue pendant de nombreuses années. Néanmoins, voilà, je me rends compte que ça a un impact très fort sur ma capacité de réflexion, de gérer plusieurs projets. Si je fais pas de sport pendant une semaine, 15 jours, ben, je sens que je suis très vite à la ramasse en fait pour réfléchir, pour organiser des rendez-vous, des projets, suivre des appels, etc. Je sens que je suis obligé de forcer, tandis que quand je fais du sport plus régulièrement, j'ai l'impression de me connecter plus facilement et d'avoir plus de facilité à gérer les différents projets. Mais si j'extrapole, tu es à la ramasse, mais tu es aussi en manque, peut-être? Plus en manque d'adrénaline que de souffrance en fait. Voilà, Non, mais quand je dis en manque, là, tu es en manque si là, pendant 10 jours, tu ne fais pas de sport, tu vas être en manque. Oui, bien sûr. Ben, je vais être un peu plus, je pense un peu comme tout le monde, je vais être un peu plus lent à la réflexion, un peu plus pâteau, un peu plus difficile en termes d'organisation. Et puis, 1, 2 séances de sport et je reprends un rythme assez régulier et je dors mieux la nuit parce qu'en fait, le sport aussi facilite jusqu'à un certain seuil, hein, parce que quand je faisais du sport de très haut niveau, des fois j'étais tellement fatigué le soir que j'étais fatigué nerveusement, j'avais du mal à trouver le sommeil. Ben là, en fait, le fait de faire du sport, en fait, tu sais que tu passes une bonne nuit et tu peux repartir sur une bonne journée le lendemain. Tiens, je vais passer la parole à Thomas Kilian, le docteur, pour un mot de conclusion, parce qu'on va vraiment respecter les délais. Thomas, souvent le sport, c'est la première chose qu'on sacrifie dans un emploi du temps, et Alain l'a un petit peu abordé. Dans un emploi du temps, c'est pas ce qu'on met en priorité, et on a tendance à sacrifier le petit-déj, par exemple, pour gagner du temps. Et le physique, le sport, ça, c'est un écueil vraiment qu'il faut savoir balayer. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que disait Alain à l'instant. C'est ce que je dis à mes patients. Le fait de faire 45 minutes, 1 heure de sport, ça va leur permettre d'être beaucoup plus productifs après. Ça permet de mieux oxygéner le cerveau, ça permet d'avoir vraiment un lâcher-prise qui va permettre de se remettre dans ses tâches professionnelles ou personnelles de manière beaucoup plus intéressante. On n'est pas obligé pour l'individu lambda de faire énormément de sport. 2 fois 45 minutes, 1 heure d'endurance par semaine et 2 petites séances de 20 minutes de renforcement, c'est déjà très bien.
dans le monde actuel. Pas trop tard le soir, c'est vrai, hein, ça peut perturber notre qualité de sommeil, mais en fait, prendre rendez-vous avec soi-même. Moi, c'est ce que je fais à titre individuel avec moi-même, malgré ma profession, se fixer dans la semaine des jours où on sait qu'on va prendre un rendez-vous pour aller faire une petite activité physique, quitte à la décaler de 24 heures, mais se mettre cette petite échéance et on se sent tellement bien après, parce qu'en effet, il y a plein de vertus que je n'ai pas le temps de détailler, mais que vous devez imaginer. Merci Thomas. En 15-20 secondes, tiens, il y avait une petite question, en tous les cas une allusion à l'équilibre des neurotransmetteurs qui est essentiel chez le sportif et passe aussi par un petit déjeuner protéiné. Vrai, faux? C'est tout à fait exact. Pour faire très court, les neuromédiateurs du cerveau, c'est la dopamine le matin qui est synthétisée grâce aux acides aminés de notre petit-déj, adrénaline, noradrénaline en début d'après-midi, protéines du déjeuner, la sérotonine, l'hormone de la sérénité et de l'apaisement, d'où l'intérêt de faire un petit goûter, des noix, du chocolat noir par exemple, et le dernier, c'est la mélatonine la nuit. Et tout ça, en fait, c'est l'horloge biologique de notre cerveau qui est hyper intéressante et qui commence avec le petit déjeuner, avec la dopamine. Et avec 2 œufs. Merci beaucoup, merci beaucoup Thomas. Moi, je suis assez salé le matin, saucisson, les huîtres, saumon, caviar, tout. Un mot de conclusion, Christophe, s'il te plaît, pour Moi Mutuelle. Eh ben non, merci de nous avoir invités à ce webinaire. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de présenter quelles peuvent être les synergies, justement, comment on inclut la mutuelle dans le sport santé. Donc ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à toi. Adrien Janel, en 10 secondes, si tu es capable de faire 10 secondes. En tout cas, merci beaucoup et ça fait toujours plaisir de voir tout un écosystème du monde sportif entre le partenaire, ce que je disais tout à l'heure, le monde médical. Vraiment, c'est intéressant. Merci à tous et n'hésitez pas à suivre sur LinkedIn, sur Facebook, les pages de Microéquilibre, de MOA, du CNAntibes, de Alain Bernard. Allez mettre un petit like, allez commenter et on sera présent. Il y aura d'autres événements qui vont se produire tout au long de l'année. Bertrand Accard, Microéquilibre, un mot de conclusion sur notre premier rendez-vous qui, me semble-t-il, ne peut pas dire le contraire, avait de la tenue. Non, très très bien. Je pense que tout a été dit. Un grand merci à tous les intervenants qui ont été de très grande qualité. Ce fut un pur moment de bonheur. Merci à toi, Bertrand. Merci de ta confiance. Le mot de la conclusion, c'est pour notre champion. Merci à toi, Christophe. On pourrait se faire plaisir en remettant la vidéo. Ce sera peut-être le choix d'Antoine Le Vernier pour nous quitter. Mais avant, j'aimerais quand même avoir un petit mot de notre Genet Westmuller français. J'aime bien. Moi, j'adorais Tarzan. C'était spectaculaire comme il nageait, lui, non? Bien sûr, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que chacun développe ses propres capacités dans cet environnement aquatique. C'est très flagrant, ça saute aux yeux. On voit que la technique, l'expression du corps en fonction de ses atouts, ses avantages, ses inconvénients. Donc moi, j'avais des forces, j'avais des faiblesses et j'ai réussi à exploiter mes forces, etc. Ou sur la puissance, j'avais des faiblesses, c'était les étirements, la raideur. Non, le mot de conclusion, c'est vraiment dire qu'on a tous un rôle à jouer pour développer le sport dans notre société. Et moi, c'est mon combat quotidien, que je le fasse dans le milieu de la natation ou dans tous les autres milieux. Faites du sport, bougez, prenez le temps de vous reposer sur votre canapé, mais il faut savoir que le canapé tue plus de personnes que des personnes qui ne font du sport. Donc voilà, soyez conscients de ça. On a tous un rôle à jouer à nos différents niveaux. Merci pour cette synergie et on sent vraiment que ce complément de compétences, il est fondamental. Il est au quotidien autour de nous dans notre société. Donc, assumons ce rôle-là pour faire du sport à notre dose. Fixons-nous nos propres objectifs. Tenons-nous-y. Donnons-nous rendez-vous avec nous-mêmes. Merci, Dr Kylian, d'avoir cette phrase. Franchement, elle va me rester. Donc, merci pour l'organisation de tout ça. Mettez du cœur et de la conviction et tout ira bien. On vous souhaite une belle journée. Microéquilibre vous remercie et Moi Mutuelle vous remercie. Merci aussi au docteur Thomas Kylian. Bon petit déj demain matin avec ta fille et les œufs. Mais je crois qu'on ne pouvait pas manger des œufs tous les jours. On absorbe très peu les graisses le matin. Il faut éviter les œufs à midi et le soir, c'est exact, pas plus d'une ou deux fois par semaine. Par contre, le matin, il n'y a pas de souci. Il y a un rétrocontrôle de l'absorption des graisses. Donc, on peut y aller. Pour un adulte, 2 œufs le matin, c'est très bien. Eh bien, je sais ce que je vais me faire demain matin. 2 œufs et du pain et du beurre salé, parce que j'adore le beurre salé. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.